Hello, un nouvel épisode Antoine et ses copains aiment le rock beaucoup, 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 beaucoup. On a essayé de vous concocter pardon, parce qu'on me le reproche suffisamment, une espèce comment on peut dire ça, Benjamin Durand qui est avec moi. Bonsoir. Une espèce d'anthologie des tournées des années des 70s, enfin du monde du concert rock dans les années 70, à travers les 3 exemples. On élargira peut-être à plusieurs exemples. Oui, un peu quand même. Notamment les Who, Led Zeppelin et les Rolling Stones qui se transforment en véritables machines de guerre sur scène, peut-être au détriment de certaines productions discographiques pour certains groupes. Ça, on va le voir. Mais en tout cas, on peut commencer par dire que l'apparition des sonos et du système de sonorisation dans les salles de concert transforme complètement le concert qui ne devient plus une exhibition de 25 minutes, mais vraiment des concerts où les groupes essayent de reproduire leur répertoire de façon plus ou moins réussie dans des marathons parfois. Je pense à Led Zeppelin qui fait des concerts de 3 heures, les Who 2h30. Les Stones, ça a toujours été un peu plus rare, comme on en parlera là. Ça commence où tout ça? Parce qu'on a quitté les festivals et les groupes commencent à se lancer dans des grandes tournées, notamment aux États-Unis. On peut peut-être prendre pour exemple, je sais pas, l'année 72 où il y a la tournée des Stones aux USA, la Stone Turning Party, non? Peut-être que c'est un peu le lancement de ces grandes tournées. Non, mais bon, j'étais surtout soucieux d'un petit peu étoffer le contexte. La sono, certes, mais ce que je pense que ce qui est vachement plus important que la sono, c'est que c'est un public différent qui vient acheter du rock, etc. On n'est plus pour combler les besoins de jeunes filles préadolescentes qui ont beaucoup d'argent de poche. Là, la cible, ce sont vraiment les étudiants et les jeunes adultes qui sont en fait ces gens-là qui ont grandi depuis les années 60. Mais ce qui permet ça, c'est le fait qu'on entend quelque chose dans les concerts et que c'est plus... Pas uniquement. C'est vraiment une génération qui arrive à ça, mais c'est le fait qu'on puisse... Richard disait la 69 justement, on était impressionné parce qu'on se retrouvait avec un public plus vieux, comme tu dis, qui écoute. Oui, mais c'est son point de vue à lui. Mais ce qui se passe dans les faits, c'est aussi que on a cette génération d'après-guerre qui est la première génération qui n'est pas traumatisée et qui a un grand pouvoir d'achat, qui a besoin de consommer, etc., alors que les générations précédentes ne se préoccupaient pas de ces choses-là. Et c'est la première génération qui est dans cette espèce de consumérisme compulsif et qui, dans le cadre de ce mode de vie, doit aller au concert, etc. Et donc, pour schématiser, c'est les adolescents de 12 ou 13 ans du milieu des années 60 qui allaient voir les Beatles au Shea Stadium, qui ont 50 plus et donc par conséquent sont soit de jeunes actifs, soit des étudiants, et qui maintenant... Et puis il ne faut pas oublier quand même l'effet de pyramide des âges. Cette population-là est ultra nombreuse à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc ça concerne un nombre énorme de personnes et évidemment proportionnellement un nombre énorme d'acheteurs potentiels. Alors il faut quand même faire une espèce de séparation quand même entre l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis sont quand même dotés de salles qui sont plus à même d'accueillir beaucoup de monde, etc. Tandis que l'Angleterre, on est encore assez balbutiement. Je prends pour exemple la tournée 71 des Stones en Angleterre, qui est une tournée d'adieu, donc parce que les Stones vont s'exiler en France, ça c'est une autre histoire. Mais les Stones jouent encore dans les endroits où les Beatles jouent en 64. Enfin, c'est encore des salles des fêtes à Newcastle, à Liverpool, etc. Parce que l'Europe ne s'est pas adapté, surtout n'a pas de culture sportive. Parce qu'il n'y a pas de sport indoor en Europe, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, même en 76, Jagger déplorera les conditions des salles qui sont vétustes, notamment Earl's Court, qui était déjà une espèce de grange aménagée. Que dire du pavillon de Paris qui a servi, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a une... Earl's Court, c'était un parc des expositions. D'ailleurs, en Europe, on a regardé un peu...
les Who, Led Zepp jouent dans les palais, dans les parcs, dans les salles d'exposition. Ils jouent à Versailles. Led Zepp, je crois, retrouve juste refuge à l'île Saint-Denis. C'est pour dire. À la porte de Saint-Ouen, il y a des concerts des Who, etc. Bon, il y aura la Courneuve, ils feront la fête de l'UMA, les Who, en 73, etc. Mais enfin bon, du coup, aussi, c'est un peu le début de shows un peu mis en scène et calqués. C'est la première fois, en fait, qu'on retrouve les mêmes scènes d'un concert à l'autre. C'est-à-dire qu'on met des tapis, c'est très rudimentaire à l'époque, mais tu as un petit décor et tu as aussi la suspension des enceintes qui permet vraiment une diffusion dans des grands espaces. Et donc, moi point de départ, c'était pas mal, c'était cette tournée 72 des Stones, et Led Zepp tourne aussi, Song Remains the Same, c'est filmé au Garden, c'est quelle année? 73. 73, voilà, donc c'est à peu près toute la même époque. Mais c'est la première fois que du coup les artistes se retrouvent sur une scène qu'ils reconnaissent chaque soir, et ça leur permet aussi de travailler mieux dans un confort sonore qui est quand même à des années-lumière du Shea Stadium dont tu parlais tout à l'heure des Beatles, pardon. Non, mais c'est aussi cette époque-là des années 70, le concert sert à donner aux gens ce qu'ils ont pu voir dans la presse. Et c'est une espèce de consécration du rôle que la presse écrite joue à ce moment-là, parce qu'évidemment la télévision rend extrêmement peu à part les Scopitone, et encore c'était vraiment ils sont très peu visibles. Donc ces gens-là sont vraiment visibles aux yeux des gens qui achètent les disques par les photos qui sont dans les pochettes à l'intérieur des disques, et parce que ce que la presse peut faire. Et c'est vrai que dans les années 60, la presse était assez rare et relativement peu diffusée et achetée. Et dans les années 70, la presse va commencer à avoir un énorme rôle. Évidemment, aux États-Unis, il y a le grand rôle qu'ont les journaux Rolling Stone et Cream. En Angleterre, le New Musical Express va prendre plus d'ampleur. Il y a aussi le Melody Maker. Donc voilà. Et en France, Rock and Folk est best. Je me permets de le dire parce que c'est un podcast français. Mais effectivement, c'est vraiment le moment où la presse joue un grand rôle de ça. Et en plus des disques, effectivement, les photos qui sont publiées dans la presse sont très précieuses, et les concerts ont vocation à faire naître en image un petit peu. C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai pas mal d'amis avec qui j'ai parlé de ça, qui sont plus jeunes, plus vieux, que moi. Que nous qui sommes nés au début des années 80, et en gros la grande tarte pour ces gens-là d'aller voir des gens comme les Who, Led Zepp ou les Stones, c'est que d'un coup les images de best ou de rock and folk prenaient vie et devenaient quelque chose de réel. Et même j'ai parlé avec un copain il y a pas longtemps qui me disait, mais on se demandait même si c'était les vrais, quoi. Tellement que ça paraissait surréaliste de les voir bouger, parce qu'à l'époque faut vraiment penser que on n'a aucun témoignage visuel qui bouge, vidéo de ça. Enfin après ils vont très vite faire des films là-dessus. La tournée 112 des Stones sera documentée par un film, mais qui à l'époque a été très peu vu. Je ne sais pas quel impact a eu le film de Song Remains the Same, si ça a été plus important en termes de sortie. Oui, sauf qu'il est sorti plus tard. Oui, 76 peut-être. C'est tourné en 73, mais c'est sorti en 76, 77. Donc voilà. Tandis que les Who, eux, n'avaient pas anticipé le truc et ont filmé finalement très peu de shows, ce qui les obligera à tourner des séquences supplémentaires pour Keep It Right. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les Who sont les seuls du lot dont on parle à être dans le film de Woodstock. Oui, et puis avoir fait le film Tommy aussi, mine de rien. Oui, mais c'est plus tard. Dans une moindre mesure. C'est 75, oui. C'est plus tard. Les Stones avaient fait Gimme Shelter déjà. On les avait vus au cinéma. Il y avait une salle de cinéma, vous me confirmerez, pour les plus anciens, qui s'appelait le Video Stones, où il y avait un film diffusé, Montread, Otis Redding, ou Hendrix, ou Gimme Shelter. Et en première partie, on pouvait voir ces fameuses Scopitone, par exemple All Grey Whistle Test, où les Stones faisaient les clips de God Save Soup, etc., qui pouvaient être visionnés en première partie. Mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas moyen de voir le groupe sur scène autrement qu'en disque. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais... Donc qu'est-ce qui fait en fait, est-ce que ça représente vraiment un investissement pour les gens à l'époque, parce que les places étaient à peu près autour de $10 et tout. Je sais que les Stones ont toujours été un peu plus chers que les autres, mais est-ce que c'était vraiment quelque chose d'important comme somme à dépenser pour aller voir les groupes? Je pense pas que c'était... c'est quand même plus abordable qu'aujourd'hui que ça devient... Je pense, mais bon, surtout c'était des choses qui...
Bon, c'est difficile de se replacer dans un contexte pareil parce que les déplacements étaient plus compliqués. Oui, enfin, t'allais voir, de toute façon, même, tu pouvais pas aller voir un concert à l'étranger, quoi, parce que t'avais pas les places. Les places, même en 90, c'était encore le cas, il fallait faire la queue à la FNAC, elles n'étaient pas vendues sur Internet, quoi. Donc, rien que pour avoir les billets, c'était une mission pas possible. Alors, moi, je pense à l'argent parce que je vais citer une année qui est incroyable en termes de concerts rock à Paris, c'est l'année 76, où tout simplement, au printemps, il y a à peu près tout ce qui se fait de bien qui donne des concerts. Alors on a les Who en février qui font 2 concerts, à l'époque encore Kiss Moon. Nous avons les Stones qui font 4 soirs, on le sait. On a les Wings qui triomphent avec leur tournée Wings over Europe, du coup, parce que c'est le pendant de l'Amérique. On a Bowie qui est sur l'Isolar Tour. On a Frank Zappa, on a Rory Gallagher, on a AC/DC, on a Aerosmith, on a Bob Marley. Mais comment on fait? On peut pas tout aller voir à l'époque, il fallait faire des choix. Oui, mais je pense que c'était assez rare les gens qui étaient fans de tout. Oui. À l'époque, c'est une question de préférence, de chapelle. Alors après, je pense qu'il y avait aussi un critère qui devait être extrêmement important pour aller là-dedans. Effectivement, les gens qui étaient parisiens, qui habitaient sur place, devaient évidemment beaucoup plus facilement pouvoir se permettre d'aller. Il fallait aller rue Bayard à la maison mère d'RTL pour certains concerts pour pouvoir aller acheter des billets. Tu avais aussi à côté des abattoirs, ça c'est un copain qui me l'a raconté parce que c'était sa grand-mère qui tenait ça, une espèce de sandwicherie où elle revendait des tickets aussi officiellement. Pour ces concerts-là, donc c'était vraiment une époque qui nous paraît lointaine, c'est le Moyen-Âge, les années 70, en tout cas en France, de ce que j'en sais. Mais aux États-Unis, c'est quand même déjà des salles beaucoup plus grosses. La tournée 72, c'est la première tournée où ils jouent carrément dans ce qu'on appelle des arénas de basket, donc ça fait bien 15-20 000, quoi. C'est des sortes de Bercy, quoi, non? Et même Led Zepp va vite se mettre à jouer en stade, les Stones aussi, et les Who aussi. Quand tu vois d'ailleurs, Led Zepp beaucoup plus que les Stones. Oui, ça vend plus. Ça vend plus, et puis surtout, Led Zepp est sur un public assez différent. Quoi, alors, parlons un peu de Led Zepp, justement, des tournées des années 70. Led Zepp est vraiment sur un... En termes de répertoire et de public, etc. Enfin, c'est quoi le phénomène, en fait? Le phénomène, c'est que Led Zepp est sur un public beaucoup plus étudiant que les Rolling Stones. Les Rolling Stones ont vraiment un public très, très sur les deux côtes. Mais entre les deux... Parce qu'Atlantic a distribué vachement à l'intérieur des États-Unis, contrairement aux autres groupes, quoi. Les Stones, c'est un public un petit peu hype, on va dire, alors que Led Zepp, c'est un public beaucoup plus populaire. D'ailleurs, ça se ressent même dans la présence des Beautiful People backstage. C'est-à-dire que pour les Who et Led Zepp, il n'y avait absolument personne, enfin 3 critiques rock. Pour les Stones, t'avais tout le monde, quoi. T'avais Truman Capote, la princesse Radzinski, etc., quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait en fait? Les Stones sont même... Quoi, c'est plus un télo d'aller voir les Stones? Enfin, il faut être plus au concert des Stones Oh non, c'est pas vraiment plus un télo. Non, mais je demande pourquoi les Beautiful People ne s'intéressaient pas plus que ça à aller voir les Who et Led Zepp. Parce que... Je vais raconter une anecdote après d'ailleurs à propos des différences qu'il y a entre les Stones et ces deux groupes. Parce que je pense que les Stones étaient intéressés par ce monde-là, tout simplement, alors que les autres... Surtout Jagger d'ailleurs. Oui, mais enfin bon, à l'époque, de toute façon, il n'y a que Jagger qui répond au téléphone, j'ai envie de dire. Ça n'a pas vraiment changé, je dirais. Mais à ce moment-là, de toute façon, si tu veux avoir quelqu'un au niveau des Stones, il n'y a que Jagger qui répond. Ouais. Donc voilà, et puis oui, quelque part, en tout cas aux yeux des Américains, aux yeux des DJ de radio de l'intérieur des États-Unis, etc., les Stones sont, entre guillemets, ringardisés depuis le début des années 70. À cause notamment du son de Led Zeppelin. Enfin, ce qui est assez clair dans l'Amérique profonde, c'est que le son qu'a amené Led Zeppelin, et ensuite qui a été relayé par d'autres groupes qui ont un peu moins de succès, mais qui sont aussi des vrais phénomènes, comme Black Sabbath, etc., en tout cas, dans l'Amérique pas cool, ça a quelque part ringardisé le son des Rolling Stones qui deviennent déjà à ce moment-là des reliques des années 60. Ouais, enfin oui, alors après ça dépend de quelle époque, parce que les années 70 durent 10 ans évidemment, donc c'est sûrement plus vrai ce que tu dis en 75 qu'en 72. Moi je me souviens en tout cas que je m'étais fait engueuler par un disquaire quand j'avais 14 ans.
persuadé que je n'y connaissais rien, que je n'avais pas vécu l'époque. Le mec me disait, non mais Led Zepp, elle est où? C'était 30 000 fois plus puissant que les Stones. Les Stones utilisaient des sideman, il y avait déjà Billy Preston, etc., des sections de cuivre, tandis que les Who et Led Zepp se présentaient à 4 sur scène et qu'il y avait un mur de son en dément, qu'on en était sourd, etc. Donc c'est quoi? C'est la performance physique aussi de Led Zepp et des Who qui attire beaucoup les gens. Ouais, je sais pas. Parce que c'est quand même des shows beaucoup plus longs, hein. On frôle les 2h30, 3h. Hein. Oui. Je sais pas. Est-ce que c'est de la promo en fait, les Est-ce que cet homme, est-ce que ce mec t'a mais là c'était oui. T'as dit c'est peut-être vraiment une conception un petit peu franco-française, mais non, tout simplement c'est que enfin je sais pas. Après je trouve que c'est logique de raisonner de cette manière-là, comme aujourd'hui quand on est un gamin quoi. Quand on est un gamin, on a tendance à penser que c'est plus cool d'aimer le truc, l'excitation un petit peu plus récente que l'excitation d'il y a 10 ans, quoi. Ouais, les Stones, on est en 72, les Stones... les Stones jouent leurs 2 derniers albums, ils ne jouent plus Get Off My Cloud, 1980. Non, mais dans l'esprit... Non, attends, dans l'esprit de beaucoup, il y a... le souvenir de Satisfaction reste aussi. Qui n'est pas joué sur ces tournées-là. Non, c'est important. Non, mais les jeunes qui s'intéressent à la musique et qui se posent la question qu'est-ce que c'est que d'être cool, là, c'est ça dont je parle. Ouais, mais on peut parler de musique aussi. Bah, non, oui, mais enfin, on parlait de succès et de pourquoi Led Zeppelin avait quelque part plus de succès que les Rolling Stones. Ils vendaient plus de tickets, donc je te donne une explication. Ouais. Après, moi, je ne suis pas en train de te dire que les uns sont meilleurs que les autres. Non, moi non plus. C'est une espèce d'explication relativement empirique de la culture de masse de la musique populaire qui fait que au niveau de l'achat de masse de musique... simplement, les Zepp vendent plus que les Stones aux États-Unis, t'as raison, c'est ça qui fait que ça oui, non mais pour expliquer en partie ça, le simple truc c'est que les jeunes qui sont en recherche d'émotions fortes cherchent toujours le truc le plus cool du reste, et il est évident de manière extrêmement bête, extrêmement machin, que les Stones, dès le début des années 70, incarnent déjà un truc qui est un peu vieux. Ouais. Alors que Led Zeppelin, c'est une... Led Zeppelin ont su créer musicalement... Non mais en plus, musicalement et stylistiquement, il y a une espèce de violence stylistique, qu'on le veuille ou non, qui représente une espèce d'avancée, une espèce de modernité dans le son, qui sonne plus moderne, qu'on le veuille ou non. Qui sonne plus heavy metal, oui, d'accord. Non, mais... Non, mais je t'écoute, hein, c'est intéressant qu'on ne soit pas forcément toujours d'accord. Mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas, c'est humain, j'ai envie de dire. Ouais, enfin, c'est pas une certitude que Led Zepp était complètement branché alors que les Stones étaient devenus des vieux cons en 72. Aux yeux des gens. Non, mais c'est pas vrai, je veux dire. Rétrospectivement, on peut juger de la qualité. Mais je crois que c'est pas vrai. On sait très bien, non mais on oublie cet exemple-là. On a suffisamment vécu, toi et moi, pour savoir que dans la culture de masse de gens qui ne sont pas forcément des passionnés de musique, mais qui cherchent uniquement à être cool, c'est le truc qui est le plus moderne, qui va les exciter à un moment donné. Genre en gros, t'as que 10 balles et tu peux pas aller voir les 3, tu vas voir Led Zepp pour être plus cool. Voilà. C'est exactement ce que j'ai envie de dire par là. Je sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à réagir, hein, parce que... C'est pas un jugement de qualité. Non, mais moi je suis pas dans le jugement de qualité. Ça me semble logique de... Je suis fan des Stones, mais je suis... Enfin, je veux dire... Ça me semble logique de penser que les gens raisonnaient comme ça. Ouais, voilà, moi c'est sûr que moi j'aime les 3 performances, d'ailleurs, j'aimerais un peu recentrer le truc d'un aspect plus musical, ce qui est étonnant. Bon, Led Zepp, effectivement, comme tu le disais, c'est le groupe le plus récent des 3 dont on essaie d'étudier. Donc du coup, le répertoire en 72-113 est axé forcément sur les 4 premiers albums et sur le 5e qui est House of the Holy, si je dis pas de conneries pour une fois. Les Stones, eux, contrairement à ce qu'on peut penser, jusqu'en 82 seront encore sur des setlists qui fonctionnent sur les 3 derniers albums. Ils laissent de côté un peu le matériel 60s, hein. Ils jouent quasiment 5 titres d'Exile sur scène, encore 1 ou 2 reprises de Chuck Berry et les morceaux de Sticky Fingers, hein, et plus Jumping Jack Flash, Sweet Fighting Man, et puis voilà quoi. Enfin, ils sont axés sur les 4 derniers albums. Ils jouent plus de...
Et les Who, c'est différent, c'est qu'ils, du coup, en tout cas, après avoir fait Tommy quasiment en intégrale, ils garderont un peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils joueront 5-6 singles et ils vont faire des espèces de medley Tommy, puis Quadrophenia, mais pas longtemps parce que ça fonctionnera pas vraiment sur scène jamais, au grand désespoir de Pete Townshend. Mais du coup, on se retrouve avec déjà des reviews de... Bah, en tout cas pour les Who et Led Zepp, c'était bien 2h, 2h30 les concerts, hein. C'est assez marathon. Alors que les Stones jouent 1h20. Hein. Oui, mais... Ce qui leur sera reproché à l'arrivée de Bruce Springsteen, qui fait des concerts The River de 3h, tandis que les Stones expédient un set d'1h20 en 78. Oui, mais là en aussi... jouant quasiment tout le dernier album. Là aussi, c'est une espèce de marque, en tout cas du point de vue américain. Parce que finalement, oui, là, on est vraiment au niveau du début de carrière, les débuts des Who et des Stones, c'est pas si éloigné que ça. Mais en tout cas, du point de vue des États-Unis, les Who et Led Zeppelin sont des groupes relativement nouveaux, qui sont des espèces de groupes, on va dire, je pense que Woodstock est un espèce de, à mon avis, un espèce de marqueur assez important pour le public américain. Ah bah oui. Et en ça, c'est en ça qu'il faut se repérer. Tu penses que Cocker fait des grosses tournées américaines? Oui. Non, Si. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire ça en tout cas. Non, mais c'est que je pense que dans l'esprit des Américains, il y a dans l'esprit de la masse qui achète des disques et qui a le sentiment d'être cool et qui a envie de musique, il y a la musique qui a été faite avant Woodstock et la musique qui a été faite après Woodstock. D'accord, donc tu crois qu'il y a un peu des amours pour Chuck Berry par exemple et même pour les Stones. Oui, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais je parlais encore... Même d'avant, puisque les Stones ont continué à faire de la musique après Woodstock. Je veux dire, quand les Stones sont en 72, t'as Sticky et Exile qui sont sortis et qui sont de la musique après Woodstock. C'est pas le problème. Mais je pense que Woodstock est, au-delà du festival, surtout le film. Oui, non, mais c'est ça. Oublier que c'est ça surtout, en fait. Sinon, il n'y aurait plus de festival. Voilà, le film qui était vachement important. Les Who ont été connus aux États-Unis et grâce au film de Woodstock principalement, grâce à l'album Tommy, mais quand même principalement. Qui sort en même temps, donc. Voilà, mais quand même principalement de manière globale grâce au film de Woodstock. Et Led Zeppelin est arrivé, même s'ils sont évidemment pas à Woodstock, faut-il le préciser, mais en tout cas Led Zeppelin est vraiment arrivé après le festival de Woodstock. Ces groupes-là font, pour la génération qui s'est reconnue, qui s'est approprié la culture rock comme un espèce d'idéal de vie à cause du film de Woodstock, à cause de l'élan insufflé par Woodstock, a vraiment embrassé ces groupes-là, mais dans un effet de masse. Hein, et c'est beaucoup plus reconnu en eux que par rapport aux groupes qui étaient, en gros, les groupes d'avant. D'accord. Alors j'aimerais quand même que tu m'expliques pourquoi la tournée 72 est un tel... marathon chaque soir et que ça se transforme en émeute et en bagarre permanente toute la tournée, que ça se passe hyper mal et que les Stones provoquent des scènes d'hystérie, de bagarre, etc. qu'il y a moins chez Led Zepp et les Who. Pourquoi les Stones, ça casse encore des sièges comme à l'Olympia en 65, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi essayer de comprendre. Pourquoi c'est toujours le public méchant et bête et méchant. Je te disais tout à l'heure que les gens étaient... Le public blanc des Stones en France était suffisamment con, et je le dis, parce qu'on m'a encore dit au Salon du Disque il y a 2 semaines, ah ouais, on va lancer des canettes avec des lames de rasoir sur les meters. Non mais putain, tu sais d'où les Stones viennent, quoi. Tu sais que les Stones sont des fanats de musique noire, etc. Enfin, pourquoi ce public a toujours été... peut-être, Altamont, le film, etc. Est-ce qu'il y avait encore cette espèce de friction entre les Hells Angels et les hippies, etc., qui sur le tard, quoi. Mais je pense que c'est pas au total, hein. Déjà une fois de plus, alors si on fait la comparaison bête et méchante, ou en tout cas sur moi ce que je connais un petit peu, la comparaison bête et méchante entre les Stones et Led Zeppelin en 72, quand tu prends concert par concert, salle par salle, Led Zeppelin, ils font des salles 2 voire 3 fois plus grandes que les Stones. Donc des stades alors. Quasiment à chaque étape. Parce qu'il n'y a pas de salle plus grande, donc c'est des stades. Voilà, tout ça pour dire. C'est pas une question de comparer le succès, mais c'est une question. Non, mais moi je le compare pas. Je te parle que ça se passe mal pour les Stones et que c'est un phénomène de société méchante. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que par déduction, plus qu'au niveau du succès, ce que ça signifie, c'est que les Stones touchent un public plus ramassé
et qui, à mon avis... Il y a moins d'harmonie, du coup, entre eux. Voilà. Je pense, et puis une fois de plus, parce que... il y a peut-être un mélange de générations aussi. Exactement. Ouais, non, mais... Exactement. C'est exactement ce que j'ai envie de dire. Et je pense que les Stones, c'est un groupe qui... Puis les Stones se font plus rares quelque part. Voilà. Ils n'ont pas tourné déjà depuis 3 ans, ce qui est une éternité à l'époque. On sait pas. Je pense qu'en fait, les gens ne savent pas à qui se fier avec les Stones. Ouais. Ils ont, à mon avis, pour leur public, une identité moins claire qu'un groupe comme Led Zeppelin. Ouais, non, tu as probablement raison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce qui n'était pas du tout un débat Led Zeppelin Rolling Stones, loin de nous cette idée. D'ailleurs, on a assez peu de témoignages finalement, à part pour les bootleggers les plus acharnés, dont nous faisons partie, des tournées des Stones des années 70. Oui, ça a été documenté, etc. Mais je veux dire, officiellement, finalement, il n'y a rien d'officiel à part la BO du film. Ouais, ça commence. Oui, ça commence. Mais déjà, pendant des années, personne ne savait ce qu'était Bruxelles Affair, etc. Bah non, donc, maintenant, c'est sorti officiellement, ces choses-là. Ouais, plus ou moins. Bruxelles Affair a toujours été sorti qu'en fichier numérique. Oui, enfin bon, c'est officiel, c'est sûr. Oui, pour les gens qui creusent. C'est sur Spotify. Oui, Bruxelles Affair, non, absolument pas. Non, Bruxelles Affair. Ah non, il y a Ladies and Gentlemen, la BO qui est très mal enregistrée. Et donc, ça a été immortalisé par le film Ladies and Gentlemen. Mais je voulais passer sur les Who, qui eux, donc, du coup, font un spectacle basé un peu sur leur opéra rock. Et avec les fers de lance que sont les morceaux d'Who's Next, Baba O'Reilly, Won't Get Full Again. Et tout le monde, les témoins de l'époque, disent que c'était ceux qui jouaient le plus fort, quoi. Avec un Kiss Moon qui n'était pas toujours en état de jouer. Il y a cette fameuse anecdote incroyable où Moon va se défoncer la gueule avant le concert. On lui propose un tranquillisant pour éléphant. On lui en propose un demi en lui disant qu'avec un verre de cognac, ça fait planer. Et Kiss Moon répond « Quoi ? Un demi ? Je suis Kiss Moon ?» Clac, il prend tout le truc. Au bout de 2 titres, il s'effondre et puis le temps de scène, donc ils le sortent de scène, ils sortent Moon de scène et ils demandent à un mec dans le public si quelqu'un sait jouer de la batterie. Et t'as un mec qui va venir remplacer Moon pendant le rappel. Donc voilà, les Who, c'est des concerts marathons où ça joue à un volume assourdissant pour les. Et ils font la Courneuve à la fête de l'UMAS qui restera un grand événement. Entaché par la coupure, une coupure d'électricité qui fait qu'en fait les Who ne jouent que 45 minutes à la Courneuve. Si vous y étiez, et notamment surtout pour les Who et les Led Zepp d'ailleurs, si vous étiez aux quelques concerts français, moi j'aimerais bien que vous nous écriviez un petit mot pour nous raconter, parce que Led Zepp a très peu joué en France. Je voulais finir un peu là-dessus sur les concerts français de ces 3 groupes. Donc Led Zepp joue à l'Olympia, un concert qui a été immortalisé, je crois que sur la réussite du Led Zepp, du premier album. Donc il joue là, et après il y a une tournée française en 73 où donc il passe à Nancy, dans quelques villes de province, et sur donc l'île Saint-Denis, ce qui est assez surprenant parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y ait un autre groupe qui ait fait un gros concert là-bas. Mais dites-nous aussi. Parce que ils doivent rejoindre 75 sur la tournée. Absolument pas, c'est le dernier concert, c'est en 73 à l'île Saint-Denis, je vous pense 75. Il y a pas. Je suis même pas sûr tu parles de la tournée européenne, de Hardscourt et tout. Non, il passe pas par là. Ah d'accord. Bon, et les Who, les Who, c'est très très peu aussi. Enfin, les Who reviendront en 76, je l'ai dit tout à l'heure, avec pour la dernière tournée avec Kiss Moon, c'est la tournée d'ailleurs de promo de Who by Numbers. Et ils reviendront aussi en 79 avec Kenny Jones pour les premières dates sans Kiss Moon, avec des très bonnes setlists finalement. Et ils ont joué à Fréjus aussi d'ailleurs cette année-là. Et il y a une tournée française des Who en 74 où ils jouent à Poitiers, ils jouent à Nancy, ils jouent à Toulouse, il me semble. Et où ma mère a roulé des pelles à John Entwistle. Mais bon, ça, on s'en fout, mais ça valait quand même cette anecdote, ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus, du coup, de témoignages qui nous restent visuels? The Song Remains the Same de Led Zepp, Ladies and Gentlemen des Stones, plus Some Girls in Texas. Oui, bien sûr. Non, et puis, par rapport à Led Zeppelin, Song Remains the Same, et évidemment... en audio, Non, et puis en plus, les merveilleux... Ah oui, bien sûr, je suis con. Les merveilleux extraits sur le DVD Led Zeppelin, en fait. Mais comment il s'appelle, ce putain de DVD? J'arrive même plus à me souvenir. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle ce magnifique DVD de Led Zeppelin? Non, il s'appelle Led Zeppelin DVD, je crois. L'espèce de truc, oui. Il est là. Il est là dans ma collection. On va le sortir. Celebration Day. Collection, enfin bon, j'ai pas envie pour faire rêver un petit peu les gens... Il y a quand même, c'est encore mieux que la Bibliothèque nationale de France ici, parce qu'il y a quand même
des choses merveilleuses. Il y a à la fois le DVD de Led Zeppelin qui s'appelle Led Zeppelin, t'as raison. Et puis surtout, il y a ce DVD là qui est. C'est Bing Me qui se moque de moi. C'est un très mauvais documentaire dont je pense nous ferons un podcast. Ah oui, un jour. Promis. Bon, on vous embrasse. On était un peu farfelus, mais j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, si ce n'est passé un bon moment. N'hésitez pas à aller liker notre Facebook, notre page YouTube, etc. Nous, on vous embrasse fort.